Je vais prendre le temps de prendre quelques remarques et quelques questions. Il y avait autre chose que je voulais vous présenter, mais je verrai si j'ai le temps de le faire après. Heu, expliquer la finance en France, c'est une cause perdue. Bah, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand même sur mon autre chaîne, tu vois? Éternel étudiant. J'essaie de démocratiser un peu plus, tout ce qui est lié de près ou de loin au concept d'indépendance, liberté financière, donc investissement en bourse, métaux précieux, entrepreneuriat, finances personnelles et cetera. Tous ceux que ça intéresse, jetez-y un coup d'œil. C'est très complémentaire avec ce qu'on fait ici et même si je pense qu'on a un niveau, et même c'est clair, hein, j'avais présenté les études, par exemple, sur les études de l'AMF sur le niveau moyen des personnes qui ont du pognon en France ou qui souhaitent le placer, c'est déplorable, hein. C'est déplorable de chez déplorable. La majorité des personnes ont pas de connaissances, mais ont un biais de surconfiance, c'est-à-dire que les mecs ont zéro connaissance, mais pensent qu'ils sont hyper bons. Et les informations qu'ils viennent piocher, c'est soit auprès de leurs banquiers, soit auprès de leurs proches, qui eux-mêmes sont des bouses finis parce que la plupart, en fait, n'ont pas de connaissances sur les marchés financiers. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, non seulement, nous, c'est ça qui est terrible en France, c'est qu'on est mauvais, mais en plus, on pense qu'on est bon. C'est ça le truc. Parce qu'on est sur un modèle aussi, je pense, euh, qui incite pas les gens à investir. On est sur un modèle par répartition, alors qu'aux États-Unis, on est sur un modèle par capitalisation. Et il y a même certains députés aussi du LFI là, qui, à un moment donné, quand le CAC 40 s'est un peu pété la gueule, avait perdu 4%, les mecs disaient ah, mais regardez, ils sont où les mecs qui prenaient la retraite par capitalisation quand le marché baisse, il n'y a plus personne. Et vous voyez très bien que la retraite par répartition, c'est le meilleur truc parce que quand le marché perd 5%, c'est la fin du monde. Sauf qu'en fait, une retraite par répartition, tu vas l'avoir et tu vas l'imaginer sur quand même plusieurs années. C'est-à-dire que quand tu vas cotiser, même si dans la réalité, tu cotises pas, hein, tu cotises pour les autres, hein. La réalité, c'est qui va cotiser pour toi. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu le fais sur une période suffisamment longue. C'est 30, 40 ans, entre guillemets, de cotisation pour faire le bilan à la fin. D'accord. Et vous verrez que sur Éternel étudiant, moi, j'ai fait une vidéo pour montrer qu'en fait, la retraite par capitalisation, si tu as la même vision, c'est-à-dire 40 ans à peu près, la retraite par capitalisation, y compris pour des gens qui n'ont pas des gros moyens, et j'ai pris le cas d'exemple des personnes qui sont au SMIC, c'est bien plus intéressant la retraite par capitalisation que la retraite par répartition. Parce qu'en plus de ça, il y a plein d'autres problèmes, hein. Sur la retraite par répartition, c'est que déjà, qui va cotiser pour toi quand toi tu seras à la retraite? Quel sera le montant du pognon et tes allocations si ça n'a pas encore diminué par la suite? Et puis également aussi, quand tu as fait une retraite par capitalisation, il te reste quelque chose, il y a un capital qui travaille pour toi, tu peux le léguer à tes enfants, même si tu auras une imposition là-dessus, mais c'est vraiment, c'est pas comparable du tout, quoi. Et je l'ai pris vraiment pour le cadre de personnes qui n'ont pas des très gros revenus. Tu peux même dire que le mec, il reste au SMIC pendant 40 ans, il met 200 balles de côté, ça sera sans doute bien plus pertinent que le mec qui aura cotisé toute sa vie, qui se sera crevé le cul toute sa vie, et qui soit sera déglingué à la fin parce que quand tu fais du travail physique aussi, tu arrives sans doute, et moi il y en a plein dans ma famille pour qui c'était le cas, du travail physique très compliqué et qui ne sont pas arrivés à la retraite en fait. Donc ça pareil, hein, c'est du pas béni pour l'État. Mais de mettre en opposition, et ça a tendance vraiment à me gonfler, de mettre en opposition la retraite par capitalisation et la retraite par répartition en disant dès que ça baisse, la retraite par capitalisation, c'est forcément de la merde. Mais c'est que tu n'as rien compris à l'investissement. Et c'est des mecs qui sont payés que tes impôts avec de l'argent gratuit. En fait, eux, s'ils étaient amenés, si ces mecs-là, ils étaient amenés à être rémunérés par rapport à la richesse et par rapport à la valeur qu'ils apportent sur le marché, mais dans le marché privé, c'est-à-dire avec de l'offre, le marché de l'offre et de la demande, qui n'est pas que lié aux impôts que tu es amené à payer, mais c'est des mecs qui finiraient dans un carton dans la rue, ces mecs-là, hein. Ils connaissent même pas les fondements de base d'une économie qui fonctionne. C'est terrible, hein. Et c'est ces mecs-là qui prennent des décisions. Bah, moi, je trouve ça quand même assez fou. Et après, il y a un vrai problème de mentalité, en fait. Je pense que c'est un truc qu'on nous a jamais appris. À l'école, on t'apprend tout un tas de trucs qui te serviront pas. Et tu vois, j'ai vu la dernière fois j'ai vu la dernière fois une news qui disait que déjà dès la primaire en Chine, ils commençaient déjà à mettre des cours d'intelligence artificielle et de programmation pour les gamins. Putain, je me dis ok. En France, nous on fait quoi? Tu fais 10 ans d'anglais, tu sais pas parler un broc d'anglais, alors que t'as des gamins ils ont 5 ans, ils savent parler déjà 3 langues. On t'apprend des trucs qui te serviront pas. On nous prépare absolument pas aux enjeux du 21e siècle. Et je pense même pas que ce soit la faute des profs, tous de manière générale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire des trucs. Et en fait, c'est le modèle qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on leur impose aussi une certaine éducation, un certain truc. Et je pense qu'on ne nous prépare absolument pas. Quand tu vois ce qui arrive à côté, le tsunami qui arrive, et rien qu'avec l'IA, ça fait flipper, hein. Ce qui arrive, c'est un truc de fou. J'en ai parlé aussi sur Éternel étudiant, sur mon autre chaîne. C'est un truc de malade, hein. On n'est pas préparé.
Et c'est pour ça que je parle énormément d'investissement, entrepreneuriat, et cetera. Parce qu'en fait, le monde est en train de changer. Il faut s'adapter. Et tous ceux qui voient pas en fait les vagues qui arrivent, la vague crypto, la vague robotique, la vague intelligence artificielle, putain, mais quand ils vont se la prendre dans la poire, en se disant: «Moi, c'est bon, j'ai pas besoin d'investir, je laisse mon banquier gérer mon pognon et puis, c'est bon, j'ai un bon métier, j'ai fait des bonnes études, je vais pas avoir de problème». Quand tu vois que les IA aujourd'hui en 3 ans, en 2 ans, elles ont eu une évolution, mais qui est exponentielle et ça va encore continuer. Il y avait une étude que j'ai lue la dernière fois qui disait que les IA d'aujourd'hui, par rapport à celles qu'il y avait avant, tu sais, on pouvait leur faire passer les tests. On pouvait leur faire passer les tests et notamment des tests de médecine, et cetera, pour voir jusqu'où elles étaient capables d'aller. Et déjà, il y a plus de 2 ans en arrière, une grosse partie de ces IA étaient capables de passer le diplôme d'avocat, le diplôme de médecin, et cetera, et cetera. Là, ils ont refait des tests. J'ai vu une étude la dernière fois. Ils ont pris les éminents spécialistes sur un sujet. Alors, ça peut être sur de la neurochirurgie, tu vois, clairement pas des débiles, hein, d'accord, hein. Donc, des mecs sur la neuroplasticité, et cetera. Vraiment un truc ultra poussé sur le cerveau et tout. Et ils ont pris les éminents spécialistes. Je crois qu'ils en ont pris 200, les meilleurs spécialistes du monde sur ce sujet-là. Ils leur ont posé tout un tas de tests et de questions et ils ont posé les mêmes types de questions à l'IA. Le taux de réussite pour ces questions, pour l'humain, c'était 30%. Pour l'IA, c'était plus de 95%. Aujourd'hui. Donc, quand on voit et quand on se rend compte que même des mecs qui sont spécialistes, ultra bons, machin, études, que tu veux, et que même ces mecs-là font moins bien que de l'IA, alors je laisse imaginer quand demain, on aura un mix entre l'IA, la robotique, par exemple, c'est-à-dire que même les domaines physiques seraient impactés, parce que pour l'instant, ça reste cantonné au domaine digital. Et dans les prochaines années, s'il n'y a pas une adaptation, s'il n'y a pas un investissement qui est fait, s'il n'y a pas une protection qui est faite par rapport à son capital et de se dire, OK, il y a une incertitude quand même qui est bien plus grande que les tarifs de Trump qu'on voit aujourd'hui, hein. C'est-à-dire une incertitude sur le marché de l'emploi, sur nos libertés, sur notre souveraineté monétaire, sur plein de trucs quand même avec l'arrivée des CBDC et tout. Si on n'est pas capable de prendre en compte ça et de se protéger et de mettre des choses en place pour soi, pour sa famille, pour ses proches, je pense que ça va piquer pour énormément, énormément de gens. Et je pense qu'en France et en Europe, on a besoin de se prendre cette cartouche, mais de se prendre une cartouche, mais sévère, pour comprendre que ce qu'on fait là, c'est pas en lien avec les lois du marché de manière générale. Moi, je suis quand même quelqu'un de très libéral. Je pense que Mickaël vous l'a montré aussi, mais il l'est également énormément. Et le marché aujourd'hui fonctionne comme ça. On peut critiquer, il y a des avantages, des inconvénients de partout, on est d'accord. Mais il y a un truc quand même, c'est qu'on a tendance à voir que notre bulle et de ne pas voir ce qui arrive à côté. Je veux dire, il y a des pays qui ont faim, la Chine, l'Inde, aux États-Unis et tout. Et je me dis, eux, ils sont en train de prendre en main le truc lié à l'IA, les cryptos et tout. Et nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien, encore une fois. On est passé à côté de l'innovation Internet, on est passé à côté d'énormément de trucs. On va encore passer à côté de ça. Et sur la partie euh, entrepreneuriat, finances personnelles, etc., on ne nous l'a pas forcément inculqué à l'école, on ne nous l'a pas forcément appris. Pour peu qu'on ait été dans une famille aussi qui n'est pas du tout là-dedans, bah, ça demande un certain effort pour pouvoir le faire, et c'est indispensable. Et je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être Steve Jobs ou ce que tu veux. D'ailleurs, c'est même pas l'objectif de beaucoup de gens. Mais à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu te dois de comprendre au moins les bases de ce qu'est un bon investissement ou pas et d'être capable de gérer ton pognon. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde se doit au minima d'être investisseur et de passer un minimum de temps déjà à s'intéresser à ce sujet-là parce qu'il y en a beaucoup qui passent 100% de leur temps à apprendre comment gagner plus d'argent, à devenir bon dans leur job, à accepter des positions compliquées, à subir un stress, une anxiété super forte et ne pas passer 2% de leur temps à être capable de mieux l'utiliser et de mieux le gérer. C'est dommage. C'est-à-dire que tu passes tout ton temps à apprendre comment gagner plus de pognon, mais au final, tu arrives à la fin et tu te fous un coup de pied dans les testicules en te disant c'est bon, ça je m'en fous, je le fais pas et je vais le faire gérer par quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec mon pognon. C'est terrible, mais c'est la majorité de beaucoup de gens. Désolé les gars, je sais que je m'emballe, hein. La dernière fois, j'ai vu, j'ai vu un commentaire sur YouTube qui disait tiens, c'est cool, Mickaël, toi, quand on te pose une question, tu réponds en 30 secondes, là où Thibaut, il répond en 20 minutes. moi c'est ça. Moi je parle, je parle, je parle. Et en même temps, j'aime bien parce que ça me permet d'échanger avec vous, ça me permet d'avoir ouais, des vrais échanges, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va répondre en 30 secondes sur un truc, ça me fait chier. Répondre en 30 secondes, ça me fait chier.
Donc, soyez pas surpris pour les nouveaux qui voient le truc. C'est normal, j'ai tendance à pas mal parler, quoi. Les gars, par contre, soyez courtois dans les commentaires, hein. Si je vois des insultes, n'importe quoi, c'est ban direct, hein. D'accord, les gars? Alors, Marcel, je voulais répondre à ta question. Tu vois, je voulais prendre ta question, qui est une question pertinente, et tu dis tu réponds aux questions ou tu parles avec toi-même. Bah écoute, voilà, je suis désolé, hein. Voilà, je te banne. Je te banne. Je suis pas là forcément pour répondre à tes exigences à toi. Je suis là aussi pour échanger avec vous. Je prends le temps que je veux. Je dis ce que je veux. Et si ça te plaît pas, tu vas ailleurs, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ça, c'est un truc, c'est les gars, ça m'énerve, mais ça m'horripile, ça. Il y a des gens qui viennent, qui posent leurs questions, il faut forcément que je réponde à la leur. Voilà. Je viens, j'utilise de mon temps. D'accord? Vous avez rien à payer, hein, vous êtes là. Je prends mon temps. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Si je prends des questions que je trouve pertinentes, je vais le faire. D'accord? Quand j'en ai envie et quand je pense que c'est le bon moment. Et c'est tout. Si ça ne convient pas, il n'y a pas de souci, les gars, vous pouvez partir, hein. D'accord? Mais du respect, pas d'insultes dans les commentaires, etc. De la patience. A priori, je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, et c'est OK. Et tous ceux là qui arrivent et c'est en mode tout m'est dû, tiens, ah tu réponds pas à mon truc, tu réponds pas à mon truc, vous allez vous faire ban direct, les gars. Je vous le dis, hein. Vous n'êtes pas dans une démocratie ici, vous êtes clairement au parti bolchevique, et je vous le dis, vous allez dégager, hein. J'espère que c'est clair. Donc non, du coup, tu vois, j'ai pas répondu. Voilà, ça a tendance à me gaver un peu ce genre de choses, donc c'est dégagé. Ouais, ben là tu lances sur un autre sujet. En France, ils vont quand même apprendre aux enfants de 4 ans l'éducation sexuelle et le transgenre. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je sais pas la politique de YouTube là-dessus, mais je pense que vous connaissez mon avis sur le sujet, hein, clairement. Tiens, une question de Younes. Tu penses qu'on va avoir une fin de bull run classique avec une alt season en une fois? Car j'ai du mal à imaginer, ça vu qu'on va arriver en fin de QT, etc. Ok. Donc, je vois pas comment un bull run pourrait se terminer dans ces conditions. Faudrait peut-être surfer sur plusieurs hausses 2025, 2026, etc. Quel est ton avis? Alors, Younes, c'est un sujet que j'ai traité sur un live dernièrement où j'ai parlé du fait, euh, j'ai remis peut-être en perspective la théorie des cycles de 4 ans. Tu vois, jusqu'à présent, on a suivi des cycles de 4 ans, etc. Et là, il est tout à fait possible que ces fameux cycles de 4 ans soient briqués, que ça fonctionne plus, et qu'on reparte sur un autre cycle, une autre dimension, quelque chose qui serait peut-être soit plus long, soit plus court. Ou, tu vois, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus lié à la macro et aux politiques monétaires, donc soit de restriction, soit d'expansion monétaire, que au fameux cycle des halving, parce qu'en fait, du cycle du halving, parce qu'en fait, globalement, les cycles de 4 ans, c'était à peu près ça, hein, d'accord? On verra à la fin de ce cycle comment ça va se passer, mais ça sera le vrai questionnement. Pour moi, imagine que demain, juin, ils arrivent, ils mettent la fin du QT, d'accord? Il n'y a plus de quantitative tightening sur juin. Peut-être qu'il faudra encore quelques semaines, quelques jours pour qu'on ait un bottom en dollars, parce que sur la paire alt BTC, je pense qu'on aura atteint un bottom à ce moment-là. En tout cas, historiquement parlant, c'est ce qu'on a vu. Peut-être qu'on aura atteint après un bottom sur la paire dollar, alt, etc. Juste quelques jours ou quelques semaines après. Mais ils n'ont pas pour l'instant parlé d'impression monétaire immédiatement, hein. Peut-être qu'ils le feront, peut-être plutôt que prévu ou pas, on verra. Mais pour moi, pour qu'il y ait des belles perfs aussi, faut qu'il y ait baisse de taux, impression monétaire, pour que ce soit vraiment full vert sur la partie alt. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense qu'une alt season, on en aura une quand même parce que je vois pas un cycle où en fait, tu as une dominance du BTC qui arrête pas d'augmenter, une dominance du Bitcoin qui arrête pas d'augmenter et qui se déverse pas sur les alts. Même si tu as les ETF, même si tu as ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui, les ETF, ça représente 5% en fait de l'argent que tu as sur le Bitcoin. Globalement, la grosse majorité de la liquidité se retrouve on-chain et pas du tout sur les ETF. Donc, je ne vois pas un cycle où il n'y aurait pas un déversement en fait sur les alts. Mais il est tout à fait possible, tu vois, que euh, imagine là, ils arrêtent le QT en juin et qu'ils décident de lancer l'impression monétaire. C'est un scénario que je lance, hein. L'impression monétaire, je sais pas, en octobre, décembre 2025. Est-ce que tu penses sincèrement que parce qu'on était sur des cycles de 4 ans, que le cycle s'arrêtera là? Ou est-ce que, justement, s'ils lancent le QE et que, en fait, le cycle commence
à partir peut-être du moment où ils arrêtent le QT. Et que là où avant, on avait des baisses qui étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus soudaines, c'est parce qu'on avait des restrictions très tôt qui s'arrêtaient dans le cycle. Et là où ça n'a pas été le cas, et donc en fait, on a subi pendant 3 ans en fait une mort lente et douloureuse de la partie des alts, tu vois. Et c'est là où je me dis que il est tout à fait possible, et on le verra, on le découvrira ensemble, hein, que peut-être que le modèle des 4 ans qu'on avait avant, peut-être qu'il sera plus d'actualité. Peut-être qu'il ne le sera plus. Ou peut-être qu'il le sera aussi, hein, tout à fait possible que ça soit un truc sous stéroïdes, c'est-à-dire que ça a été compressé, compressé, compressé. Et à partir du moment où ça repart à la hausse, vu que ça a tellement été compressé pendant très longtemps, qu'en l'espace de 2-3 mois, tu as un bull run comme jamais. Et puis à la fin, je sais pas, vers octobre, novembre de cette année, top du cycle et on repart en bear. C'est tout à fait possible aussi, hein. D'accord. Mais moi, j'entrevois de plus en plus un scénario où en fait, on suit quand même beaucoup les politiques monétaires. Et je vois pas par quel miracle le marché en fait partirait en bear si tu es dans tous les voyants au vert sur la partie actifs à risque. C'est-à-dire que si les marchés financiers explosent à la hausse, que tu as l'impression monétaire, que tu as des taux bas, que tu as tous les voyants au vert et que tu n'as pas une récession en ligne de vue et tout, c'est pas parce que tu auras atteint la fin de l'année que ça s'arrêtera là. En fait, très souvent, tu regarderas, les cycles de 4 ans, ils ont été timés par rapport à ça. Ils ont été timés par rapport à la macro, ils ont été timés par rapport au cycle des liquidités, principalement par rapport aux banques centrales. Et il y a eu d'autres critères, évidemment. Mais tu vois, c'est un peu ça que je remets en perspective. Mais j'en ai beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé sur un live que tu retrouveras. C'est est-ce que les cycles de 4 ans sont toujours d'actualité? Tu verras dans la playlist live. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Plus on aura d'adoption par les entreprises, pays institutionnels, etc., plus les cycles seront du passé. Et si on regarde le graphique du BTC sur 15 ans, on est sur un bull run depuis le début. Exactement. Exactement. Et en fait, je me dis aussi, forcément, avec le temps, on a connu des cycles de 4 ans jusqu'à présent. Et pour l'instant, tant qu'on est là-dessus, on peut rester sur ça parce que c'est ce qu'on a connu. Et ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas parce qu'en fait, on est aussi sur un écosystème qui mature. D'accord. On était sur des cycles sous stéroïdes parce qu'on était sur un marché qui est extrêmement petit. Et même encore aujourd'hui, on est sur un marché qui est extrêmement petit, qui a à peine 16 ans. Et comme pour tous les actifs qui atteignent une certaine maturité à un moment donné, c'est le cas de l'or, c'est le cas des actions, c'est le cas des obligations, etc. Quand on arrive à une certaine maturité sur un marché, les cycles sont de facto beaucoup plus longs. Et les résultats et les rendements sont aussi plus faibles, la volatilité est plus faible, etc., etc. Mais ça prend du temps. Aujourd'hui, on est encore relativement tôt. Donc, je pense qu'il y a cet effet-là, un peu. Mais là où ça a fait peur, en fait, à beaucoup de gens, et c'est là où il faut arriver peut-être à voir au-dessus et peut-être essayer de comprendre d'autres scénarios, c'est en fait, beaucoup sont rentrés sur le marché parce qu'ils se sont dit 2021, 2025, c'est le 2021 bis. C'est bon. En fait, je ne m'intéresse pas à la crypto. Je viens prendre mon chèque en 2021 comme les gens l'ont fait en 2017 et l'ont fait en 2021. Et donc, ça va fonctionner pareil. Et on verra, on fera le bilan ensemble. Hein. Mais quand il y a un consensus, encore une fois, quand il y a un consensus de dire il va se passer ci, il va se passer ça, on le voit. Hein. Cycle d'avant, c'était pareil, les 100 000 balles sur le BTC, dépassement de la TH. Le bottom du plus bas du cycle précédent, il va jamais descendre en dessous des 20 000 balles parce que les 20 000 balles, c'était le top de 2017. On va jamais descendre en dessous, on est descendu en dessous. Il y a toujours un moment donné, en fait, où il y a un truc qui se break pour montrer à tout le monde, en fait, que le marché fait ce qu'il veut. Il doit rien à personne. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens n'avaient pas ce qu'il fallait pour être sur le marché parce qu'ils sont venus et on leur avait dit, les gars, vous inquiétez pas, Q1 2025, c'est bull run, c'est sûr. Mais peu importe ce qui se passe au niveau des politiques de taux, peu importe ce qui se passe au niveau des liquidités sur les marchés, le macro, ce que vous voulez, on s'en fout. Non, non, vous inquiétez pas, vous allez venir. On m'a dit que c'était le bull run, ça allait exploser. Il est où le bull run? Il est où? Là, il n'y en a pas. Oui, parce que c'est peut-être pas le moment. Et que, justement, il y a peut-être besoin de ça pour sortir tous ceux qui étaient venus par pure opportunité, qui ne comprenaient rien, pour trouver un bottom et après pouvoir continuer. Mais en fait, on se rend compte que chaque cycle a ses similarités, a aussi ses différences, et qu'il ne se ressemble presque pas à 100%. C'est-à-dire que le cycle de 2017, par exemple, il y avait la phase parabolique, euphorique, fin d'année, c'est-à-dire
je sais pas, septembre, octobre, novembre, décembre de 2017, c'était là où il y avait la plus grosse augmentation sur les alts et même sur janvier 2018. Tout le monde s'attendait à ça sur 2021 en se disant tiens 2021 les gars fin d'année sur les alts ça a pété ça a pété et il y a eu des augmentations sur les alts mais pas du tout sur le même niveau que ce qu'il y avait eu sur 2017. Ensuite le double top, le fameux deuxième top où on pensait que ça allait passer aux 100 000 balles, ça n'a pas été le cas. Ensuite on est descendu au-dessous des 20 000, on est descendu à 16 000 en bear market et là on arrive sur quelque chose d'un peu différent aussi. C'est-à-dire que là où avant le quantitative tightening ça avait été arrêté en 2019 et donc le marché avait déjà commencé à reprendre à ce niveau-là. Là, sur ce cycle, on est toujours en quantitative tightening. Donc évidemment, pas propice aux alts. Et tout à fait possible que soit le marché est déjà topé, mais ça, j'y crois pas pour l'instant, soit que on ait un top plus tôt, bien plus rapide et bien plus tôt pour rester sur le canal des 4 ans. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, les gars, ça pète. Là, ça tient jusqu'à juin, etc. ou peu importe, on verra. Et puis, fin d'année, ça pète, mais ça pète d'un coup, mais hyper fort, hyper haut. Et ensuite, on part en bear. Et là, on restera sur des trucs de 4 ans. Soit finalement, si c'est plus long que prévu, et que donc on fait fin du quantitative tightening sur juin, un bottom sur les alts par rapport au BTC, et ensuite, il y a quelque chose qui se pète dans l'économie, un truc qui ne va pas, et on remet en place la planche à billets. Et par exemple, ça se fait, je sais pas, sur octobre-novembre. Octobre-novembre, si on remet en place le QE en octobre-novembre, je vois pas le top arriver à ce moment-là. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas sur 2026 à ce niveau-là. Donc on verra. On verra. Ça fait partie des choses qu'on suit évidemment et qu'on partage dans le programme d'accompagnement. Mais je pense qu'il faut aussi se préparer à l'éventualité que ça soit pas forcément, ça fonctionne pas de la même manière et que ça soit pas équivalent à ce qu'on est connu par le passé, quoi. Même j'aime pas non plus l'adage cette fois-ci c'est différent parce que il y a quand même des similarités, mais ça sera jamais équivalent à chaque fois. Ouais, au dernier cycle, je disais pareil, c'est différent ce coup-ci. Au final, on est parti en bear. Et là, pareil, là, vous avez des mecs aujourd'hui qui vous disent, les gars, il va pas y avoir de bear. Cette fois-ci, il y a les nations qui achètent, c'est les États, c'est ce que vous voulez, qui vont acheter, les banques centrales qui vont mettre du Bitcoin en réserve stratégique. Et les mecs qui continuent de vous disent, ils viennent vous dire, il n'y aura pas de bear. Bien sûr, il n'y a pas de bear. Bah, vous verrez. Vous verrez. 2021, c'était pareil, hein, il n'y aura pas de bear. Hein. Il y en a eu un, puis il a été costaud. Et c'est justement, quand tout le monde vous dit qu'il n'y aura pas de bear, en général, vous êtes sur un top. Hein. Vous êtes sur un top. Parce qu'en fait, il faut toujours trouver le prochain narratif. Pourquoi les gens achètent quelque chose? Ils achètent quelque chose et après, ils rationalisent leur truc après. Tiens, ça augmente, j'achète du BTC, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, ça a augmenté, ok. Et ensuite, tu dis, ah bah oui, je l'achète parce que, tiens, il y en a qui font des prédictions à 500 000, il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de bear market. Là, on a quand même eu des augmentations sur les 6 derniers mois, j'ai fait du 400%, il y a eu du 400% sur le BTC, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant, etc. Tu achètes et tu rationalises ton achat après. En investissement, tu dois faire l'inverse. Hein. Tu rationalises ton achat et après tu achètes. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais la plupart, en fait, ne font pas ça. Et quand là, vous commencez à vous dire, il n'y aura pas de bear market, il n'y aura pas de truc, là, vous êtes sûr qu'il va y avoir des dérouillés. Et il y aura des surprises. Hein. Parce qu'à chaque cycle en bear, il y a des grosses surprises. Hein. Et des gros trucs qui font faillite. Hein. FTX, Celsius, Luna, BlockFi, etc., etc. On pourra regarder le niveau de seuil de liquidation pour MicroStrategy, là, vu qu'ils n'arrêtent pas d'acheter le top, ça augmente. D'accord. Donc, il faudra surveiller. Mais il est tout à fait possible, on verra, que le prochain sur la liste en termes de liquidation, possiblement que ce soit stratégie. Si leur action ne performe pas comme il faut, s'ils arrivent à échéance et que le mec qui a prêté de l'argent à MicroStrategy, il se rend compte que l'action a perdu 80% de sa valorisation, lui, il va demander de se faire payer en dollars ou en euros. Il va pas en dollars. Il va pas demander de se faire payer en actions. Donc, du coup, il va devoir, s'il n'y a pas de liquidité dans l'entreprise, ils vont devoir peut-être vendre leurs actifs qu'ils ont, en l'occurrence leur BTC, et qui plus est peut-être au bottom, pour payer leurs créanciers. C'est exactement ce qui s'est passé sur plein d'autres boîtes. Alors, exactement, pas tout à fait, parce que là, c'était des effets de levier. Le fonctionnement de MicroStrategy, c'est pas tout à fait la même chose qu'on a avec FTX et tout, mais on a, à chaque cycle, on a des surprises. Et des grosses surprises, hein, des trucs vraiment qui explosent, qui font peur. Et c'est dans des périodes comme ça où, justement, il y a les meilleures opportunités. Mais pour moi, c'est pas sorti complètement, c'est pas une idée farfelue de se dire que MicroStrategy risque d'avoir peut-être un problème par la suite. Hein. Les effets de levier, enfin, vous savez ce que j'en pense hein, de ça.
Je pense que le bear arrivera quand les gros portefeuilles prendront des bénéfices. Ouais, et aujourd'hui, il y a eu des prises de bénéfices qui ont été faites, mais aujourd'hui, vous regardez les analyses on-chain, les baleines, elles achètent, mais comme Jaja. Elles achètent de l'Ether, elles achètent du BTC. Il n'y a jamais eu aussi peu de BTC, aussi peu d'Ether sur les plateformes d'échange centralisées. Enfin, quand vous voyez, quand vous allez plus loin que juste ce que vous disent le bruit ambiant ou les gros médias classiques, quand vous regardez ce qui se passe d'un point de vue on-chain, il n'y a rien qui fait dire qu'on va en bear, même l'inverse. Hein. C'est un cocktail explosif qui est en train de se passer en ce moment. Et tu penses que pour du vrai long terme, 30 ans et plus comment. Attends, je comprends pas trop ta question. Et tu penses que pour du vrai long terme, disons 30 ans, comment bien DCA pour quelqu'un qui habite en France? Car j'avoue que je flippe de plus en plus en voyant où l'Europe se dirige. Pour moi, justement, si tu as une vision sur 30 ans, tu ne te poses pas la question. Soit ton DCA, tu le fais, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, régulièrement pendant 30 ans, tu ne prends pas la tête, tu stockes en hors ligne. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a en Europe et en France, c'est que les transactions, pour l'instant, en tant que particulier, crypto sont pas imposables, donc tu n'es pas obligé de déclarer ça. Tu déclares tes comptes ouverts ou clos à l'étranger avec le CERFA 3916, je crois. Et je crois que pour les actifs numériques, c'est le CERFA 3916 bis. Donc ça, tu vas le déclarer. Mais après, rien ne t'empêche de te dire, OK, moi, aujourd'hui, je suis en France. Aujourd'hui, je suis bien et tout, il n'y a pas de souci. Demain, j'ai plus envie de vivre en France parce que je me reconnais plus. Et Mickaël, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il se reconnaît plus dans les valeurs qui ont été les siennes pendant un certain temps. Il se reconnaît plus dans son pays. Il se reconnaît plus dans l'Europe. Il croit plus forcément en cet avenir-là, hein, l'avenir européen et tout. Et moi, je suis de plus en plus comme ça aussi. Donc après, tu peux très bien décider de t'expatrier si tu peux le faire. Le gros avantage en fait du Bitcoin par rapport à d'autres actifs, si tu avais de l'or, demain tu veux ramener ton or, je sais pas, en Thaïlande, ça va être compliqué, tu vois, de pouvoir le faire. Tu peux pas passer les douanes comme ça, tu peux pas passer l'aéroport comme tu veux. Le gros avantage du BTC, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu vois. Donc pour moi, en fait, la vraie réflexion, surtout si tu as une vision aussi long terme, fais ton DCA, fais tes trucs. Il vaut mieux que tu investisses et que tu gagnes de l'argent et tu te poseras la question après de comment le gérer, comment faire les bonnes choses quand tu auras certaines restrictions, mais quand tu as du pognon à gérer, plutôt que de te dire au final la réglementation est pas top, j'investis pas parce que ils vont me faire chier. Parce que là, c'est sûr que tu n'auras pas de problème, mais tu n'auras pas de pognon non plus, tu vois. Le problème, tu verras, il se résoudra très très vite. Il se résoudra très très vite parce que quand tu as du pognon, tu as le choix, et si tu as le choix, à un moment donné, tu bougeras. Sans doute que tu bougeras, surtout quand les restrictions seront trop importantes. Voilà. Pour moi, si tu as une vision sur 30 ans sur le BTC, peu importe ce qui se passe, et là, ce que tu vois aujourd'hui, c'est une bénédiction. Le BTC, pour moi, si tu as vraiment une vision sur le très long terme, tu es acheteur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe ce qui se passe, tu t'en fous. Tu vois, si tu avais fait un DCA en moyenne, hein, ceux qui font un DCA sur 4 ans en moyenne, même en achetant à partir du plus haut, du top du cycle précédent, tu achètes à partir de ce moment-là, tu achètes le top, tu fais un DCA sur 4 ans. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire du BTC où tu n'aurais pas été en positif. Alors, donc sur 30 ans, a priori, le BTC sera bien plus haut qu'aujourd'hui. Et donc, tu y verras beaucoup plus clair. Sois discret sur ce que tu fais, évidemment. Tu ne vas pas crier sur ça, tu vas pas crier ça sur tous les toits. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Tu auras toujours la possibilité de bouger. Ouais, exactement. Le marché à crypto, à peine 16 ans, pas assez de recul pour dire qu'on est tous les 4 ans, c'est sûr. Non, en fait, c'est toujours pareil. C'est jusqu'à présent, ça a été le cas. Et peut-être qu'à un moment donné, ça sera plus le cas. Voilà. Et moi, je vois pas un cycle crypto qui, dans 30 ans, est encore timé tous les 4 ans avec les halvings et les machins. D'ailleurs, les épisodes de halving, ils ont de moins en moins d'importance. Hein. C'est pas la même chose de passer de 50 BTC toutes les 10 minutes à 25 ou de 25 à 12,5 que de passer de 0,001 BTC à 0,0001 BTC. Et à un moment donné, et puis ça se sait, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que les mecs, quand il y a des nouvelles, après, tu peux les front-run. Tu peux acheter par anticipation. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a le halving, il y a une hausse avant le halving. Et après, au moment où il y a le halving, soit il se passe rien, soit ça baisse. Parce qu'on connaît le truc. Mais un marché qui est forcément destiné à augmenter tout le temps, pareil, ça n'existe pas. Hein. Les mecs qui viennent vous dire en crypto, c'est mathématique, c'est sûr, ça va augmenter. Non. C'est une question d'offre et de demande. Hein. C'est qu'une question d'offre et de demande. C'est tout. Hein. Aujourd'hui, il y a combien de personnes, combien d'offres, combien il y aura d'offres demain et combien sera potentiellement la demande. Et là, on peut estimer. Et là, je suis d'accord qu'on est quand même plutôt haussier. Mais tu as des mecs qui commencent à chiller certains alts en disant c'est garanti d'augmenter. Laisse-moi bien rigoler. Hein. Les alts, c'est absolument pas le cas. Hein. D'accord. Hein. Et puis même pour le BTC, il n'y a aucun actif qui a une garantie de quoi que ce soit. Hein. C'est fortement lié avec ce qui se passe à côté. Et vous voyez, hein, pendant le Covid, quand il y avait des incertitudes, quand il y a une volonté de se déleverager ou de prendre moins de risques, la première chose que les gens vendent, c'est les cryptos. Hein.
C'est le premier truc que les mecs vont vendre. Pas le reste, hein. Quelle crypto autre que BTC permet de créer quelque chose que Bitcoin n'a pas inventé? Toutes les autres cryptos ne sont que des plagiats. Alors ça dépend de quelle crypto tu parles, mais typiquement aujourd'hui, ce que fait Ether, Bitcoin est incapable de le faire. Évidemment, il y a d'autres problématiques sur l'Ether, etc. Mais faire de l'échange on-chain sur BTC, tu peux pas le faire. Avoir de l'anonymat sur BTC, tu peux pas le faire. Faire des poules de liquidité, du farming sur BTC, tu peux pas le faire. Alors, ils essayent de te créer une certaine DeFi sur BTC, mais il y a plein de trucs sur BTC que tu peux pas faire. Et tu n'as peut-être pas besoin de le faire. Parce que lui, c'est réserve de valeur. Alors, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Tu vas avoir de l'anonymat, par exemple, Monero, c'est pas un simple plagiat du BTC. Hein. D'accord. Sur Monero, tu es clairement sur une blockchain opaque que tu auras. Et le niveau d'anonymat et de confidentialité que tu as sur Monero, tu l'auras jamais sur BTC. Donc, si tu as des cryptos qui sont capables de faire d'autres choses que BTC ne fait pas, là aujourd'hui, Bitcoin est très bon, c'est sur le côté réserve de valeur. Sa proposition de valeur, on la comprend. Sur les autres, c'est plus compliqué. Sur l'Ether, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est une store of value, c'est un actif, c'est les trois d'un coup. Est-ce qu'on peut être à la fois une plateforme et une réserve de valeur? Peut-être pas. Tu vois, c'était un peu le débat qu'on avait avec Mickaël mercredi. Tu vois, mais non, aujourd'hui, de dire que les cryptos, il n'y en a aucune. Elles font toutes comme BTC. Alors, toutes celles, de toute façon, qui essayent de s'engager, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que toutes celles qui essayent de s'engager sur la même proposition de valeur que BTC en disant nous, on va être un Bitcoin, mais en mieux, bah, allez, comme un Ether et en mieux, c'est bon, mec. Ça fait des années que tu es en crypto, ça fait des années que des projets comme ça, il y en a plein. C'est le premier red flag que tu vois. Hein. Des projets comme ça, il y en a eu plein. Tiens, on va être l'Ethereum killer. EOS, 4 milliards de levée de fonds, projet abandonné au bout de 2 ans. Voilà. Et des projets comme ça, il y en a eu plein. Des projets qui ont été abandonnés et tout. Donc, voilà. On pourrait très bien être dans un range sur les alts jusqu'à la reprise du QE. Et les alts sont sur le marché le plus risqué qui existe. Ne pas l'oublier. Exactement. Exactement. Pour moi, on aurait un bottom, si on suit ce qu'on a connu par le passé, bottom alt Bitcoin, avec la fin du QT. Fin du QT, bottom sur les alts par rapport au BTC. Ça ne veut pas dire par rapport au dollar. Hein. Attention. Hein. Si à ce moment-là, le BTC il baisse, vos alts, ils vont dérouiller. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Franco. On est sur un marché où la première chose que les mecs vont liquider, en fait, c'est les alts. Et tu te rends compte à quel point les jeux sont pipés. Hein.